Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Bonjour Léa, Salut Morgane. je suis ravie de te retrouver sur ce podcast. C'est la troisième fois, je dirais, que je t'accueille en réalité, puisque nous avions déjà fait 2 épisodes hors série pour parler un peu de notre collaboration sur les immersions. Aujourd'hui, Léa, je te reçois pour parler un petit peu plus largement de ta pratique parce que on se connaît bien maintenant. Je t'ai vu travailler beaucoup et je trouve que ce que tu proposes aux gens, c'est je vais pas commencer avec trop de compliments tout de suite parce que je sais que que ce soit pas trop brossage dans le sens du poil au début. Mais non, ce que tu proposes aux gens déjà, on se retrouve beaucoup dans nos valeurs et c'est quand même particulièrement, c'est innovant le mot qui me vient, tu vois. Mais disons que c'est particulier. Et j'ai jamais vu ça ailleurs. Je trouve que c'est une pratique qui est à la fois dans le ressenti, à la fois dans la technique. Bref, on va en parler un peu plus après. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant de te voir bosser et j'avais vraiment envie de t'accueillir sur ce podcast en tant que sur un épisode un peu plus classique pour que tu puisses nous parler un peu de ton parcours et de comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Et je vais donc te présenter rapidement, puisque tout ça fait qu'on ne sait pas ce que tu fais quand même. Donc, tu es Léa. Aujourd'hui, tu es enseignante d'équitation, entre autres, et tu as la particularité d'être formée en équitation comportementale et en technique Alexander. Donc, tu as une approche, en fait, à la fois fonctionnement du cavalier, qui est hyper intéressante, mais aussi finalement approche comportementale du cheval. Et les deux ensemble, c'est hyper intéressant. Donc, Léa, est-ce que tu veux bien nous dire comment t'en es venue, toi, à développer ces approches-là, ouais, pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Merci pour cette belle présentation. Le comportemental est arrivé avant la technique Alexander. Ouais, Il est arrivé par une rencontre de Guillaume Antoine, qui, moi, j'avais jamais, enfin, j'avais entendu parler d'éthologie, voilà, dans le milieu pro. À l'époque, moi, j'étais pas réseaux sociaux, tout ça. Quand je dis ça, ça date de 2007, quelque chose comme ça. Je pense que quand j'ai rencontré Guillaume, on est en 2007, ouais. 2006, 2007. Et t'es déjà, pardon, je te coupe, mais du coup, là, par contre, t'es déjà enseignante d'équitation? Et là, je suis... alors attends, je rencontre Guillaume en 2007. Moi, je passe mon BP en 2008 Ok, et je me forme avec Guillaume pendant ok, et après. Disons qu'en 2007, on se rencontre, grosso modo, et de là est partie une aventure qui continue encore aujourd'hui. ok. Mais moi, je rencontre Guillaume, j'entends parler de l'éthologie en parallèle, mais voilà, j'ai assez des réserves et moi, je suis bien, j'ai envie de dire, dans ma pratique et dans mes habitudes pas très changeantes et j'ai envie de dire de cavalière, de pilote même, je pourrais dire. Ouais. Et j'ai pas vraiment de problème en tout à fait. Mais moi, je travaille avec ma mère à l'époque à une structure et elle, par contre, c'est la révélation de sa vie. Mais Ok. vraiment, elle revit quoi. Elle, cavalière de concours, au niveau, tout ça, déjà très innovante dans le métier, mais elle, ça transforme sa vie. Voilà, moi, je regarde ça de loin. Mais moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, qui critiquait beaucoup, mais en cachette, je suis honnête, hein. Mais qui malgré tout observait et il y a que les cons qui changent pas d'avis et qui faisait, mais qui expérimentait un peu de loin comme ça en la voyant expérimenter quand elle revenait de stage. Hmm. Et puis moi, je passe mon BP et là, je me rends compte, je remets un pied dans un milieu plus classique et je me rends compte de choses. Et là, finalement, je me retrouve un peu entre deux chaises, j'ai envie de dire, entre ce qui était assez inné pour moi ou ce que je faisais depuis toujours de bon sens, Hmm. le monde plus traditionnel, j'ai envie de dire, et en plus scolaire de la formation, plus ce qui se découvrait chez moi dans mon club.
Et voilà, je fais mon bonhomme de chemin avec tout ça et j'essaye de faire une version assez courte à ta question pour en venir aux faits. Et je crois que vraiment, pour répondre concrètement à ta question, ce qui fait le switch de pratique, et en tout cas, au-delà de la pratique, mais de conscience, parce que c'est vraiment un switch mental avant d'être dans la pratique, c'est vraiment la rencontre de Guillaume qui me montre et m'explique et m'inspire le lien entre l'équitation et le cheval et l'humain, j'ai envie de dire. C'est les prémices pour moi de la découverte de qui est le cheval et un peu même de qui est l'humain et Hmm. de comment on fait des choses au cheval en se regardant un petit peu. Je dis un petit peu parce que suite à tout mon parcours derrière, c'était vraiment les prémices finalement de la découverte aussi de l'humain. Mais Guillaume, il s'est vraiment, c'est un enseignant et BE2, tout ça, d'équitation classique, même militaire à la base, qui a vraiment intégré la pratique éthologique. Je dis mes pratiques, hein, parce qu'il y a les connaissances éthologiques, mais aujourd'hui, malheureusement, entre guillemets, il y a aussi une pratique d'équitation éthologique, et qu'il a modelé à sa manière pour le lier à l'équitation classique ou traditionnelle qui est vraiment ma base de fond et qui est pas du tout l'équitation chapeau de cow-boy et tout ça qui était à l'époque présenté. Ouais. Et du coup, je décide petit à petit de rentrer dans cette approche-là parce que je suis quand même curieuse et j'ai une vraie rencontre avec Guillaume. Moi, je suis diplômée de mon BP et je suis assez vite amenée à être formatrice et jury d'examen pour le BAPAT, donc l'animateur poney, Ok. qui est à côté de chez moi à Rennes, où on a vite des stagiaires. Je suis tutrice et du coup, je vais pas mal dans ce club à Rennes, Fenica, c'est une grosse structure et des amis. Et là-bas, ils ont créé ce BAPAT, ils ont créé un BAPAT avec Guillaume pour les futurs animateurs qui lient vraiment l'animation poney et le respect du cheval, j'ai envie de dire, et la connaissance du cheval pour ses futurs animateurs poney. Et du coup, comme je rentre dans ce circuit-là, eh ben, c'est assez évident que je vais plus loin dans ma formation Hmm. et que là, je me forme avec Guillaume. Je me formais déjà, mais un peu de loin. Mais là, je rentre vraiment dans son processus de formation et il vient 3, 4 fois par an à la maison. On organise des stages avec le Creux où il vient une fois par an pour tous les professionnels. Et il vient 2 ou 3 autres fois en privé que pour l'équipe du club, donc moi et les enseignants, l'équipe, mes salariés à l'époque. Et est-ce que tu peux nous dire, Vous- déjà, je trouve ça hyper intéressant, est-ce que tu peux nous dire, tu vois, qu'on puisse se projeter un petit peu concrètement, qu'est-ce que ça change, ces formations-là, dans toi, ta pratique? Donc au départ, tu as une pratique un peu, j'ai envie de dire, classique de cavalière, un peu de sport, quoi, comme moi j'ai eu, enfin, tu vois, au départ. Et puis, ça amène quoi concrètement dans ta pratique, ça? Eh ben, alors je le dis forcément avec le recul d'aujourd'hui, hein, Oui. clairement, on va pas se mentir, mais ça m'apporte. Alors sur le moment, je pense que je suis hyper réfractaire parce que ça me demande d'aller me regarder sur comment je monte à cheval Ah finalement, ouais. parce qu'à l'époque je montais à cheval plus que j'étais à pied. Et en vrai, moi, si un cheval bougeait à pied, je préférais être dessus à l'époque que le tenir en main. J'étais plus à l'aise sur un cheval à l'envers en haut que à l'envers en bas, hein. Ouais. Et aujourd'hui, clairement, quand j'ai un problème, je descends maintenant, hein. Ouais. Mais du coup, je pense que là où j'étais réfractaire, c'est que ça m'a demandé de regarder comment je faisais les choses, comment je demandais. Et concrètement, ça m'a amené à voir que j'étais, alors je le savais dans la vie perso, que moi j'étais quelqu'un d'impatiente, Mm. d'exigeante, voilà, j'étais quelqu'un, c'est pas hyper joli comme tableau, j'avais des qualités forcément, mais quand même, c'était ces traits-là chez moi d'impatience et d'exigence. Et là, le comportemental m'amène à m'en rendre compte et à surtout observer la réaction du cheval à me dire en fait quand Léa, t'es dans tes exigences, dans tes impatiences, impatience, ouais, dans tes un peu dictatrice, hein, finalement, on va pas se mentir, et Mm. ben le cheval, il fait, mais juste il fait comme un soumis quelque part, tu Ouais. vois. Et en fait, j'ai pris conscience de ça. Et là, ben, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout une dictatrice, moi. Je suis exigeante et impatiente, mais pas une dictatrice. Ouais. Et voilà, je pense que tout le process part de là, bah, finalement, je peux avoir le même résultat, mais en demandant avec le consentement. Ouais. Hyper Ça intéressant. répond à la question. Ouais, ça répond à la question. Enfin, ouais, ça, en tout cas, moi, ça m'éclaire.
On Ok. demandera aux gens qui nous écoutent si ça répond pas, ils pourront venir Je nous sais pas le dire si c'est sur les assez, réseaux. ouais, je sais Mais pas si c'est assez concret. Là, je pense que c'est une vraie prise de conscience et qui a changé radicalement, du coup, la cavalière d'abord, l'humaine ensuite et l'enseignante en même temps, quoi. ouais. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que tu vois, ça ouvre une réflexion et du coup, tu te mets à te poser des questions sur ben, comment je demande à mon cheval et du coup, comment mon cheval apprend, les réactions qu'il a. Est-ce que c'est des réactions qui veulent me dire quelque chose, tu vois, oui ou non. Tu vois, le fait qu'il s'absente, parce que moi, derrière, souvent, je peux avoir ce côté impatient et exigeant aussi. Et moi, j'avais un cheval qui se fermait fort, par exemple. Et du coup, déjà se rendre compte qu'en fait, il fait en étant fermé, je trouve que c'est déjà un truc de ouf. Et t'as des chevaux qui, à la limite, se révoltent, mais à la limite, la révolte, ça se voit, tu vois. Donc tu te dis, bah, j'ai un problème avec mon cheval, il se met raide debout quand je lui demande un truc. Bon, bah, on se pose la question. Alors que les chevaux qui font en mode bon élève fermé, je trouve que c'est plus difficile. Et quand tu te rends compte que, bah, en fait, ils sont bon élève fermé et qu'ils font parce que ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas d'autre choix, ça. Ouais, ça ouvre un truc et un questionnement derrière tout ça, quoi, qui remet en question finalement pas tant, je sais jamais dire si c'est pas tant le fond mais la forme. Ouais, pas tant le fond mais la forme, tu vois. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire les mêmes choses avec nos chevaux, mais de manière différente, quoi. Donc c'est Ah ça ouais, que tout à j'entends. fait. Je pense qu'il y a... Ouais, ouais, il y a vraiment ça. Et je compléterais en disant que, en effet, moi, j'ai pas changé le fond. Moi, je suis une cavalière d'obstacles à la base. Et avec Guillaume, j'ai beaucoup sauté. Ouais. Parce que c'est aussi un cavalier d'obstacles à la base. Du coup, c'est quelque chose qu'on a continué de faire. Si je prends cet exemple-là sportif, ça veut pas dire que c'est pas parce que j'ai fait un switch dans mes pratiques que le sport ne peut pas continuer. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le mouvement dans lequel on est, c'est important de le dire aussi. Ouais. Mais c'est finalement comment on le fait. Et encore une fois, et puis ça a aussi amené pour moi et c'est un endroit où on se relie aujourd'hui aussi, mais on en parlera peut-être plus tard, c'est que moi, j'étais une cavalière, comme je le disais, de sensations. Clairement, moi, j'aimais les sensations. Moi, je monte à cheval depuis toute petite. Pour autant, je suis une grande trouillarde, donc j'aimais les sensations maîtrisées Hmm. aussi soit-il, mais il fallait des sensations maîtrisées et choisies. Et du coup, je montais dans un grand rapport de force. Et en fait, je me suis rendu compte par là que finalement, alors la technique Alexander a passé un step encore plus, mais que finalement, monter en tension ou avec la force m'amenait des chevaux tendus et en tension, quoi. Ouais. Et bizarrement, bah, j'ai jamais aimé le dressage, moi, par exemple, parce que je comprenais pas l'intérêt du dressage. Je Ouais. m'ennuyais, le cheval ennuyait, il y avait un bout de fer et un bout de bois qui essayaient de discuter clairement, il se passait rien du tout. Ouais. Et du coup, finalement, avec Guillaume, j'ai mis de la conscience dans ce que pouvait être un cheval qui se déplace ou un cheval qui fonctionne en arrêtant de vouloir faire un gauche-droite ou un tire-pouce, même si j'ai quand même eu de la chance d'avoir des bons coachs, donc j'ai évité le tire-pouce ou trop de gauche-droite, mais enfin de bidouiller pour les gens qui nous écoutent. Et mais pour autant, il y avait voilà, arrêter de vouloir mettre le cheval comme ci ou faire comme ça pour. Du coup, ça a aussi nourri mon fond quand même, les Oui, deux. bah ouais, c'est ça. Ouais, forcément. Ouais. Ok. Mm. Hyper intéressant. Et tu vois, c'est là où je trouve ça. Je vais faire un parallèle avec mon histoire, je me permets. Mais tu vois, moi, je me suis ouvert à ça, effectivement, à qu'est-ce que le cheval finalement ressent, qu'est-ce qu'il pense de ce qu'on est en train de faire ensemble et tout ça. Et puis moi, j'ai dévié vers la biomécanique du cheval, là où toi, tu as dévié vers le fonctionnement du cavalier finalement, tu vois, à ce moment-là. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer un peu ce... Tu vois, donc équitation comportementale, ça t'ouvre à qu'est-ce que je fais avec mon cheval, comment je lui demande, qu'est-ce que lui il ressent de ça. Et derrière, qu'est-ce qui fait que tu as voulu aller encore un cran plus loin, version bah, toi, j'imagine, et l'humain, tu vois, l'humain, le cavalier, qui t'a fait dériver, entre guillemets, vers la technique Alexander. Il y a eu plein d'étapes avant la technique Alexander qui m'ont amené à la technique Alexander. Ok. Alors, je sais pas si je passe rapidement les étapes. Ouais, tu peux Ouais. faire rapidement. Rapidement. En tout cas, là où elles prennent du sens, selon moi, là tout de suite, c'est déjà dans cette recherche de comportemental, il y a eu l'envie d'aller voir d'autres approches éthologiques. Hmm. Et dans cette recherche-là d'approche éthologique, j'ai vu des différences d'humains.
Je vais pas dire où je suis passée, ça sert à Ouais. rien. Euh, mais j'ai été dans trois, quatre autres grosses chapelles, on va dire. Et dans le fond, on parlait de la même chose sur le cheval, l'éthologie, on était d'accord. Mais dans la forme, sur comment on demande à l'humain d'interagir avec le cheval, à chaque fois, c'était différent. Et là, moi, mon cerveau, il faisait erreur 404. Ouais. Parce qu'il comprenait pas pourquoi à chaque fois on devait être un humain différent, entre guillemets, ou demander différemment, alors qu'on s'adressait toujours à un cheval et qu'on était toujours des humains. Du coup, avec des choses qui m'ont parlé ou pas du tout parlé, je suis revenue à Guillaume et du coup, on a continué notre chemin ensemble et j'ai passé mes BF1, mes BF2. Et là, il a fallu, j'ai eu cette démarche d'enseigner ce que j'avais moi appris et ce que j'apprenais encore parce que je me suis formée, j'ai passé mes diplômes, mais l'enseignement était quand même à la base ma pratique. Et de transmettre ces connaissances-là à l'humain était un autre monde. En plus, j'avais vu que toutes les écoles, elles transmettaient ça de manière différente. Et du coup, dans cette démarche-là est arrivé que je connaissais déjà, mais comment on transmet des choses profondes et sincères à un humain qui n'est pas forcément câblé pareil que nous. Parce qu'on est tous différents, heureusement, hein. Et du coup, à ce moment-là, en fait, ça a ouvert une porte sur l'humain. C'est Ok. là où je veux en venir avec la technique Alexander. Du coup, je me suis formée enfin, j'ai fait des stages en communication non violente. Et, euh, et la technique Alexander est arrivée par un peu le hasard d'une copine qui a un club à Rouen. Non, d'une copine qui a une écurie pas loin de chez moi et qui me dit, oh, j'ai découvert un truc, ça a l'air génial, vas-y, toi qui aimes les trucs, voilà, un peu étonnants et nouveaux. Et elle me parlait de Véronique Martin. Et voilà, j'ai été faire un stage pro enseignant là-bas. Et j'ai été tout de suite touchée par l'aspect sensation ou kinesthésique, de Ouais. ressenti, de ce que la technique Alexander m'amenait. Là, je parle même pas de la formation de Véro et de ce que ça m'a permis en tant qu'enseignante, ça a complété des choses et acquis des choses. Mais j'ai vraiment découvert cette approche de technique Alexander qui m'amenait à ressentir mon corps différemment et qui faisait un lien entre mes corps et mon corps, mes sensations et mes pensées, ce qui se passait dans ma tête. Et là, ça a été la boîte de Pandore, enfin moi, ou une énorme boîte de chocolat où tous les chocolats sont tous meilleurs les uns que les autres. Et, euh, et du coup, Véro, elle était au début de sa formation et pour les pros. Et là, moi, donc je lui ai dit que je faisais sa formation pour les pros jusqu'au bout, qu'elle écrivait au fur et à mesure qu'on avançait. Mais je lui ai aussi dit que moi, je voulais faire comme elle, être, apprendre aux gens. Enfin, je voulais ressentir mon corps comme elle m'avait aidé à le faire ressentir. Pour la petite anecdote, je l'ai peut-être déjà partagé sur ton podcast, mais à un moment donné, elle a posé ses mains parce qu'un professeur de technique, Alexander, un vrai professeur, hein, pas quelqu'un qui a fait la formation longue que moi j'ai été faire à Paris, il pose ses mains sur les gens, entre autres, et pour les aider à retrouver un usage de soi et une organisation, mais vraiment tissulaire, j'ai envie de dire. Et moi, quand elle a posé mes mains sur mes côtes, un peu sous les bras là, j'ai eu la sensation de respirer pour la première fois de ma vie. Donc je Ouais. rappelle que j'étais quand même je suis vite un peu hyperactive, un peu hyper tendue, un peu hyper exigeante. Et là, la sensation de respirer, j'avais l'impression de, voilà, d'avoir pris je ne sais quelle drogue et c'était trop génial, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc, j'ai dit à Véro, c'est trop génial ce que tu fais. Moi, je veux faire tout pareil. Ok. Et donc, me voilà partie. Ok, hyper intéressant. Pour les gens qui seraient pas au fait, je pense que ça peut être intéressant de faire la distinction entre Véronique Bartin, elle enseigne l'équitation Alexander. Donc elle-même, elle est professeure de technique Alexander. Donc elle s'est formée sur une pratique, j'ai envie de dire, généraliste de la technique Alexander à Paris. Et puis ensuite, elle a adapté à sa propre, comment dire, sa libre adaptation à l'équitation. Et c'est bien ça qu'elle transmet aujourd'hui, c'est l'équitation Alexander et pas la technique Alexander en général. C'est juste à peu Ouais, près ce tout que je à dis? fait. Alors, ouais, ouais, c'est tout à fait juste. Je mettrai une précision, c'est qu'elle fait partie de, elle a beaucoup d'expérience, Véro. Elle Oui. en est, voilà, je ne serai jamais comme elle. Mais elle s'est formée à Londres, donc c'est voilà la crème de la crème. Et en effet, elle pratique toujours en tant que professeure de technique Alexander, mais elle fait cette formation-là qui est spécifiquement
pour les enseignants. Et donc, elle fait une formation courte et pour donner des outils. Et donc, moi, c'est une formation que j'ai faite et sur laquelle j'interviens en tant que formatrice par moment sur certains cycles de sa formation. Où l'idée, c'est de donner des outils. Alors, elle le dirait mieux que moi. J'espère que Ouais. ça va lui aller, ce que je vais dire. Mais elle donne des outils, des clés, des prises de conscience à ces enseignants comme moi j'étais ou ces gérants de structure, à comment retrouver voilà, plus de plaisir déjà dans son métier et de conscience corporelle, de comment on peut accompagner ces cavaliers avec plus de finesse, de retrouver de l'harmonie, mais avec une formation plus courte que la formation de Technique Alexander que elle a faite ou que moi j'ai faite, qui est plus de 1300 heures de Ouais. formation. Et on n'est pas sur une formation de 200, 250 heures que proposent des formations plus courtes, quoi. Ouais. Mais du coup, toi, tu as fait cette formation-là pour les enseignants d'équitation et ensuite tu as dit j'en veux plus. Donc tu es allé faire la formation généraliste à Paris avec combien t'as dit? 1500 heures. Ouais, Et du coup, ça correspond à combien? Tu as fait plusieurs années? C'était ouais. ça? 4 jours par J'ai semaine, plusieurs années, c'est ça? ouais, j'ai fait les deux formations en même temps, Ok. déjà. Et c'est Paris. Moi, comme j'avais quand même une structure en parallèle, j'étais gérante de structure et que c'était à Paris que je vivais en Bretagne, moi, j'ai fait la formation sur 3 ans et demi. Ouais. Et ouais, 3 jours, 3 matinées par semaine. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, donc ta formation, tu l'as finie il y a quelques années, là, ça fait quelques... Non? C'était en quelle Ouais, il année? y a un peu plus de 5 ans. En 2020, j'ai fini. Ok. Euh, qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que ça amène à ta pratique? Qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique d'enseignante d'équitation, je veux dire? Dans ma pratique d'enseignante, hein, tu m'as posé comme question, hein. Ouais, plutôt, ouais. Euh... Oh là là, ça a tout changé, hein. Ah ouais. Tout changé parce que euh, ça m'a amené à accompagner mes élèves par l'autonomie et la prise de conscience, le ressenti, la compréhension, Hmm. plus que par entre guillemets, j'exagère un peu je suis un peu méchante avec moi-même, enfin avec l'ancienne enseignante, mais plus que l'enseignante qui donne beaucoup d'infos. Moi, j'étais quelqu'un qui pouvait saouler ses élèves, Ok. mais c'était mes pantins en fait, tu vois. Hmm. Bah Fais oui, ci, mais fais ça, fais pas ci, fais pas ça, jambe droite, jambe gauche. Comme en plus j'avais de l'énergie, voilà, je pouvais me donner beaucoup de mots à la seconde. Mais ça m'a clairement transformé mon approche. Après, il faut trouver les justes équilibres aussi, hein, sur ni en dire trop, ni en dire pas assez. ouais. Euh, mais sur laisser de la place à l'autre pour pouvoir s'exprimer et intégrer et trouver la solution par lui-même. Hmm. Hyper intéressant. Trouver la solution par lui-même. Est-ce que tu peux nous dire, ok, je sais pas si ça va être facile comme question, mais trouver la solution par lui-même, tu vois, vers quoi la solution, quand on parle d'une solution, c'est-à-dire qu'on veut quand même les emmener quelque part, tu vois? Euh, toi, globalement, où est-ce que t'emmènes tes élèves? Je crois que déjà de manière très générale, le but pour moi dans l'accompagnement des cavaliers, et en vrai ou de tout humain, Ouais. mais des cavaliers là, pour l'exemple que tu proposes, c'est qu'ils retrouvent, j'ai envie de dire, de la liberté déjà dans leur corps et dans leur tête. Hmm. Et pour moi, la liberté, elle passe par trouver de l'harmonie, de la légèreté, le fameux luant du cavalier dont on peut parler, de la communication avec son cheval. Donc, je dirais qu'en très grand arrière-plan, c'est vraiment d'aider les cavaliers à regagner de la liberté. Et pour ça, ça veut dire prendre conscience de ce qu'on bloque et de ces tensions, de tout ce qui freine. Et une fois qu'on en a pris conscience, eh ben, on peut comprendre en fonction, alors c'est pas une psychanalyse, enfin on fait pas de la psychologie, hein, mais en fonction, comprendre pourquoi on a accroché ça, parce que tant qu'on met pas de la compréhension, on peut rien changer. Mettre de la compréhension sur pourquoi on bloque, et ensuite se dire que bah, aujourd'hui, il y a peut-être plus besoin de bloquer, parce qu'on fait rien par hasard. Donc Ouais. si le corps ou la tête, elle a pris l'habitude de, je sais pas si je donne un exemple concret, mais si il y a un grand truc, moi par exemple, j'ai appris dans ma formation pour devenir enseignante ou avant, où j'ai beaucoup entendu de cavaliers qui disaient, quand tu fais un cercle, regarde le milieu de ton cercle, par exemple. T'as Ouais. entendu ça, toi? Ouais. Et c'est en soi, l'idée peut ne pas être mauvaise.
Sauf que si le cavalier, dans ça, il entend tourner tout le haut du corps pour regarder le milieu de son cercle, bah, le cheval, il est complètement tordu en dessous si le cavalier est déjà en mode spirale. Ou parce qu'il regarde au milieu, il met toujours le poids sur plus la fesse intérieure, par exemple. Euh, et du coup, c'est déjà prendre conscience de pourquoi on regarde le milieu, à quoi ça sert de regarder le milieu de son cercle, ou pourquoi ça a été utile à ce moment-là, et en quoi aujourd'hui c'est intéressant ou pas intéressant. Et ensuite, si on le fait, de comment on peut regarder le milieu de son cercle sans pour autant partir à l'intérieur, quoi. Ouais. Donc ça peut être un exemple. Et, euh, et après, je crois qu'il y a aussi cette idée avec la technique Alexander que des fois, souvent, très souvent pour pas dire toujours, le problème n'est pas là où on le voit. Donc par exemple, un cavalier, bah, par exemple, qui se penche dans ses tournants, qui se penche un peu dans ses tournants, là, comme s'il était un motard, c'est Ouais. quand même un grand classique de beaucoup de cavaliers eh ben, se pencher est le visuel, mais n'est pas forcément le problème. Pourquoi est-ce qu'il se penche? Qu'est-ce qui fait ce qu'il se penche? Est-ce qu'il met tout son poids à gauche ou il a oublié que, je sais pas moi, à droite, il s'est fait une entorse et du coup, il a une douleur sur sa cheville droite et du coup, il veut pas du Mm. tout venir compenser? Euh, voilà. En tout cas, c'est prendre défaire un peu la pelote et pas s'attacher juste au gros truc qui clignote, qui est rarement le problème. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Tu vois, je vais partager deux choses qui, moi, tu sais, on rigole souvent en disant on va faire des. En ce moment, je dis pas mal, je vais faire des t-shirts avec les phrases, tu sais, que je répète tout le temps. Donc chez moi, c'est beau. Il y a Inspire-Souffle, par exemple, qui revient très souvent. Chez toi, c'est qu'est-ce que tu peux faire de moins ou qu'est-ce que tu peux relâcher. Je trouve ça hyper intéressant. Et depuis que je te connais, moi, en tant que cavalière, je me pose très souvent cette question-là. Et en fait, je la pose maintenant très souvent à mes élèves aussi. Et c'est assez fou de se rendre compte à quel point, en fait, on est habitué à tenir. Tu vois, par exemple, moi, j'ai une grande approche de l'équilibre du cheval. Parce que je travaille en bioméca et on veut un cheval qui s'équilibre, qui tient son garrot, etc. Et du coup, on peut avoir tendance à comme se grandir vers le haut, comme si on voulait tenir le garrot vers le haut. Et en réalité, bah, on peut peut-être passer par une phase comme ça pour comprendre un peu ce qui va se passer, mais finalement, en tenant, on empêche aussi beaucoup. Et c'est là où moi, enfin, ça a été enfin, c'est assez fou, tu vois, à chaque fois que je te vois travailler, c'est que, bah, finalement, euh, c'est plutôt quand on rend le mouvement que les choses changent. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut relâcher? Et sur cet exemple de cavalier qui se penche à l'intérieur, par exemple, pour tourner, pareil, moi, une des grosses prises de conscience que tu m'as permise quand tu m'as fait monter à cheval, pour le coup, cette fois-là, c'est quand tu m'as dit, bah, est-ce que tu peux penser que t'emmènes le côté extérieur, tu vois, par exemple, à main gauche, si on prend cet exemple à main gauche, est-ce que tu peux penser que t'emmènes le côté droit à gauche plutôt que je vais mettre avec mes mots, tu vois, mais plutôt penser que tu tires le côté gauche à gauche, quoi. Et ça, c'est assez fou, comme finalement, c'est des petits riens, j'ai envie de dire, mais qui changent absolument tout, quoi. Et ouais, et c'est ça qui est hyper intéressant dans l'approche que tu proposes, c'est qu'en plus de tout ça, et je pense que c'est là aussi où nous, on se retrouve pas mal, c'est que au-delà de donner ces solutions, finalement, tu vois, de dire, bah, emmène le côté droit à gauche, et ben, derrière, il y a un vrai temps de OK, qu'est-ce que tu sens de différent? Tu vois, ou qu'est-ce que ça change pour toi? Comment tu te sens différent? Qu'est-ce que ça a relâché, etc. Donc, ouais, voilà, je ne sais pas où je vais avec cette réflexion, mais je trouve ça hyper intéressant de voir, de faire le lien entre ce que tu disais avant, tu vois, de trouver ses propres solutions. Et je pense que dans trouver ses propres solutions, il y a aussi bah, ressentir. Tu vois, comment je me sens quand je fais ça? Comment je me ressens? Tu vois, pareil, quelqu'un qui va avoir tendance à être accroché à la bouche de son cheval, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup. Bah, en fait, qu'est-ce que ça me fait vivre de relâcher? Pour certains, rien que d'y penser, ils vont dire non, non, pas possible, pas possible, parce que la peur va prendre le dessus. Et c'est là que c'est hyper intéressant de s'observer et de voir bah, qu'est-ce que ça change chez nous et du coup comment on peut s'accompagner à faire un pas après l'autre pour aller vers plus de fluidité et plus de mouvement finalement. Ouais.
Ah ouais, carrément. Et dans ce que tu dis, j'ai eu envie de rebondir sur plein de choses. Mais l'exemple, tu vois, du cavalier qui tient la bouche, par exemple, ou qui a une main un peu dure, ou pour qui, pourquoi, en tout cas, son contact est pas tout à fait fluide, on pourrait dire ça. Ouais. Eh ben, il y a plein de raisons. Comme tu dis, il peut avoir peur de perdre quelque chose. On peut lui avoir dit milliards de fois qu'il n'a pas la main stable. Ou Hmm. alors, on a pu lui dire, bah, mets tes coudes au corps. Et comme on lui a dit, mets tes coudes au corps, bah, il s'est mis en mode pingouin plié, là, enfin, Playmobil. Et du coup, il est tout rigide. Il y a plein de raisons qui fait qu'on va avoir un petit truc. Et je crois que de plus en plus, en tout cas, j'accompagne de plus en plus de cavaliers ou de propriétaires qui ont leurs propres chevaux et plus d'expérience et plus de technique finalement. Et moi, ce que j'adore avec ce public-là, c'est que finalement, je m'adapte complètement à leur approche, à leur technique. Alors, s'ils m'appellent, c'est qu'ils m'appellent Léa 100% avec toutes mes valeurs et bien évidemment. Mais donc je vais aller dans leur sens avec qui je suis complètement. Mais c'est vraiment aller déceler tous ces petits grains de sable dont tu parles qui font toute la différence dans leur technique à eux. Là où ils en sont, peu importe leur niveau et leur discipline. Mais finalement, je vais pas être. Le but de la séance ne va pas être de leur poser des barres au sol ou de leur dire bah fais ci ou fais ça pour combler la séance par un truc à faire, Hmm. parce que juste être sur son cheval et faire ce qu'ils font d'habitude, il y a déjà toute une histoire à lire finalement et à avancer avec ça. Et je trouve que c'est un des trucs que j'ai comme retour de mes élèves, c'est bah, finalement on fait, tu viens juste un peu, j'avais déjà donné cette histoire de cette image de chef d'orchestre. Je viens juste, voilà, faire avec ce qu'il y a et pas rajouter quelque chose. Et j'avais envie de rebondir sur quand tu dis tenir le garrot de ton cheval, tout ça. Petite anecdote actuelle, mais moi je me suis fait une déchirure musculaire. Et donc, mon muscle de ma cuisse ne tient, enfin, tient quand même, mais la contraction n'est plus possible. Eh Hmm. ben, moi qui suis quand même, c'est mon métier et j'ai beaucoup travaillé sur mon corps, eh ben, où j'ai l'impression d'avoir lâché plein de tensions, eh ben, on en a quand même. Et là, moi, je vis l'expérience depuis 2 mois de me dire, ah bah, j'ai encore, j'avais encore, enfin, j'ai des tensions dans mes jambes, dont dans mes muscles, par exemple, parce que clairement, je vois la différence entre mon muscle gauche, qui est aux abonnés absents et complètement à la ramasse, et le muscle de ma cuisse droite, qui lui dit, bah, sent bien la différence, le taf, il est encore. Donc, même des fois, quand on pense ne pas tenir, ben, on tient Ouais, encore. ouais. Alors que le cheval, il est naturellement, enfin, naturellement, il peut monter son garrot sans avoir à le tenir, et comme nous, on est naturellement debout sans avoir à se tenir Tenir comme debout. des. Ouais. Ouais, hyper intéressant. Mm. Ok. Je réfléchis si on renchérit. Parce qu'on pourrait on en parle d'ailleurs des heures souvent, mais c'est hyper intéressant comme approche. Et du coup, si on en revient, tu vois, aux deux grands items, entre guillemets, qu'on a développés là, l'équitation comportementale et la technique Alexander, est-ce que tu peux nous parler du lien entre les deux et ouais, à quoi ça peut ressembler en vrai? Euh, je dirais que c'est un peu. Ça façonne, je le mets au présent parce que c'est vraiment un truc que je sens hyper en évolution tout le temps, en fait, au gré de mon évolution personnelle. Je crois que je prends de plus en plus conscience que je vois l'équitation quand même avec un aspect vraiment. Alors ce mot est un peu à la mode de développement personnel, mais quand même de remise en question de l'humain et du cavalier. Et je crois que ça, c'est assez nouveau pour moi d'oser le dire aussi, que j'aime travailler avec des gens qui sont pas forcément déjà dans une démarche de cheminement personnel, mais en tout cas qui ont envie de se dire que l'équitation demande Mm, forcément de se regarder le nombril. Et pas que. Parce que sinon, on n'est que focus sur son cheval. Si, moi, il y avait vraiment quelque chose dans l'équitation. Enfin, si je suis que dans l'un ou que dans l'autre, et ben, dans l'équitation comportementale, je vais être focus sur mon cheval et je vais me regarder de temps en temps. Et ouais, quand je suis que dans la technique Alexander, je vais me regarder moi et forcément l'environnement parce que la technique Alexander est très ouverte. Mais il y a quelque chose qui est assez que d'un côté, enfin, que d'un revers de la pièce. Et quand je suis vraiment dans cette globalité, il y a vraiment quelque chose qui prend l'ensemble de la chose et c'est jamais que le cheval ou c'est jamais que moi. C'est toujours quelque chose de mouvement, de vivant et en interaction. Et je crois que du coup, ça me permet de,
quand je communique moi avec un cheval à pied ou dessus, ou avec un élève, d'avoir vraiment une vision globale. Alors c'est aussi quelque chose qu'on fait ensemble quand on collabore toutes les deux, qui est vraiment d'avoir cette vision globale de qu'est-ce que quand on prend conscience de ce grain de sable chez le cheval ou chez le cavalier, eh ben, qu'est-ce que ça permet chez l'autre? C'est vraiment ce ping-pong de comment voilà, un cavalier qui trouve un fonctionnement plus fluide dans ses mains, par exemple, et ben, avec le contact, il évolue, et ben, je vais pas dire toujours, pour pas dire jamais, mais quasiment tout le temps, presque tout le temps toujours, et ben, la transformation chez le cheval ou chez le cavalier, elle est immédiate. Ouais. Parce que c'est assez fou, mais quand on laisse la place au mouvement, comme tu l'as bien dit, eh ben, c'est assez dingue qui se passe. Et le cheval, il est tellement fort là-dedans Mm. que, on a une grande chance avec, de travailler avec les chevaux. Et donc, je crois vraiment que de lier les deux, aujourd'hui, même si on m'appelle en me disant, Léa, je veux, entre guillemets, découvrir la technique Alexander, forcément, mes lunettes de comportemental, ou en tout cas de connaissance du cheval, et sont forcément présentes. Ouais. Et ce que j'aime aussi, c'est que ça me permet d'aller interagir avec des cavaliers qui sont pas forcément à la base ouverts ou à ce moment-là de leur vie dans bah, comment je peux communiquer mieux avec mon cheval, c'est pas leur sujet, mais ils partent d'eux et ça permet d'ouvrir une discussion sur leur cheval et de Mm. leur prendre conscience que quand eux, ils lâchent quelque chose, bah, leur cheval, il fonctionne tellement différemment, même si à la base, et inversement pareil. Parce que l'équitation comportementale, si juste on est, enfin, quand on demande quelque chose au cheval, que ce soit de se mettre sur un cercle, par exemple, si je prends un exemple encore très simple, exprès, et ben en fonction de comment on demande au cheval de se mettre sur un cercle, il va se jeter sur un cercle, il va s'organiser sur un cercle, il va y aller en y allant en disant oui, en disant non, en disant peut-être, en engageant ou pas en engageant, en étant décontracté, pas décontracté. Et pour moi, ce qui va permettre au cheval d'y aller dans des meilleures conditions, au-delà de la technique, c'est si l'humain, il est disponible à accueillir le cheval pour y aller. Mm. Si l'humain, il est pressé, tendu, énervé, et ainsi de suite, comment on veut que le cheval, il soit dispo et content d'y aller, quoi. Ouais. Juste sur un départ, juste sur une mise sur le cercle. Ouais, donc on parle même pas des épaules en dedans et de tous les mouvements, ou d'aller sauter un obstacle, ou enfin, tu vois. C'est ça. Et puis quand tu sais que tu vois l'exemple de la mise sur le cercle et de l'épaule en dedans, pour moi, si tu veux déjà travailler une épaule en dedans, bah, le premier pas d'une bonne mise sur le cercle, à mon sens, c'est déjà le premier pas de l'épaule en dedans. Ouais. Donc déjà, faisons juste un pas sur le premier pas du cercle. Arrêtons de faire 10 cercles, ça sert à rien déjà. Mm. Et faisons juste le premier pas. Et ensuite, on choisit si on va sur une ligne droite et une épaule en dedans ou si on va sur un cercle. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de relâchement. Pour autant, il y a quelque chose qui est, moi, tu vois, qui le vois faire sur nos journées d'immersion, là, où on voit vraiment les couples se transformer de jour en jour. Euh, Moi, mon image d'avant, quand tu me dis relâchement, je vois ramollissement. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que finalement, le relâchement de la manière dont toi tu l'amènes, c'est aussi amener de la tonicité, tu vois, et de la disponibilité au mouvement, encore une fois. Et Mm. ça, c'est assez dingue de voir les différences chez les chevaux et les cavaliers. Alors, quand le cavalier est assis sur le cheval, certes, mais là, on le voit assez. Enfin, tu vois, moi, ça me semblait assez logique. Mais ce que je trouve encore plus fou, très souvent, c'est à la longe. Parce que finalement, tu vois, il y a plein de moments où, dans les immersions, on prend les chevaux à la longe. Et puis toi, tu mets ta main dans le dos du cavalier et bam, le cheval change, tu vois. Et ça, je trouve Mm. ça dingue de voir en fait, à quel point c'est subtil et puissant en même temps, et à quel point, finalement, le relâchement amène la tonicité. Et Ouais. ça, Bah, ouais, 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 merci de le dire parce que je pense que c'est vraiment un truc qui est une des grandes clés. C'est que finalement, on croit que la décontraction, c'est en mode sirène dans la baignoire ou en mode baleine dans le canapé. ouais, Mais pour moi, ça, c'est une fausse décontraction. Enfin, c'est la décontraction du 21e siècle, quoi, entre guillemets. ouais. Mais avec la série Netflix, ce que j'adore faire. Mais Mm, pour moi, là, je suis pas dans la décontraction. Je suis dans comment enfin, je m'en vais, entre guillemets. Je veux plus rien mm, penser et le mm, monde s'arrête, entre guillemets, le temps de ma série ou de mon bain. Mais
Et pour moi, la décontraction, finalement, elle permet la tonicité. C'est Ouais. même pas que... Mm. c'est plutôt que quand on est tendu, on ne peut pas être tonique. On est juste Ouais. tendu. On est juste dur. Et ça, c'est une phrase que tu dis, hein. Mm. Mais pour que le muscle et notre corps fonctionnent, il faut qu'il soit décontracté. Ouais. Et une barre de fer, on la fera pas danser, quoi. Ouais. Elle va rester toute dure. Ouais. Un élastique, si on l'hypertend, il va pas faire grand-chose. Mm. Si on lui donne juste la tonicité qui lui permet l'élasticité, bah là, il va fonctionner. Et donc, c'est encore une fois trouver ce jeu d'équilibre. Et l'équilibre, c'est un truc qui se déséquilibre, qui se rééquilibre. Et du coup, c'est vraiment trouver cette harmonie et ce jeu-là qui permettent de fonctionner. Et c'est ça qui permet pour moi de tout faire. Ouais. Et les chevaux, encore une fois, comme c'est un peu le sujet aussi, les chevaux sont des experts. Ouais. Ils dorment, ils sont décontractés, ils sont allongés tout leur long. Mais il y a du monde autour qui va gérer que c'est OK et qui peuvent partir si loin dans leurs rêves. Mais après, quand ils mangent et qu'ils broutent tous ensemble à la tête en bas et qu'ils se déplacent, ils sont en mode détente. Mm. Mais par contre, tu les regardes marcher, c'est pas des serpents qui ondulent au sol, quoi. Ouais. Il y a une vraie présence. Ouais. Même si je vais mettre des guillemets d'ailleurs, parce que pas les chevaux dans leur mode de vie, ils marchent vraiment. Mais des fois, moi qui ai fait un peu de rééducation de chevaux, Ouais. et moi j'aime bien avoir un sens critique aussi, et ben pour moi, des fois, les pires situations pour certaines, ça a été des chevaux qui ont été tellement, comment je peux dire ça, un peu codés ou formatés très fort, que cette absence dont tu parles fait que dans cette recherche on est au-delà, on n'est plus dans du consentement, on est dans de l'acceptation à force, eh ben, ils vont trouver cette espèce de fausse décontraction Mm. qui va les amener à espèce de marcher comme ça, là, on voit pas, je bouge ma tête, mais cette espèce de pas nonchalant qui est Mm. intéressant pour des chevaux qui avaient été, par exemple, hyper tendus avant, et on va, dans l'extrême inverse, rechercher ça. Mais c'est une phase, pour moi, qui est temporaire. Ouais. Vraiment, où le cheval, c'est pas ça la vraie vie. C'est un peu sinon comparer un humain qui est hyper excité ou trop d'énergie comme moi j'aurais pu avoir à des moments et comme je peux encore avoir, qui est une tendance chez moi, et l'hyper-dépressif, en Ouais. fait. L'hyper-dépressif ou le hypertonique, bah, il y a un problème dans les deux cas, les extrémités, quoi. Mm. Donc, ni l'hypertonique ni l'hyper-dépressif, à mon sens, ne permet le fonctionnement. Ouais. C'est l'équilibre, le milieu qui va permettre de pouvoir fonctionner. Après, heureusement, le milieu est large, quoi. Ouais. Euh, ouais. Et moi, j'adore regarder des images sur les réseaux sociaux ou tout ça de cavaliers, par exemple, qui montent et d'observer, de voir à ma petite échelle, qu'est-ce qui fait que tel cavalier, quand il saute cette grosse barre, bah, qu'est-ce qui ferait que il se ferait un peu moins mal à l'intérieur de son corps, même s'il ne le sait pas, mais à un intérieur, il y a un petit endroit qui grince, ou à quel endroit il pourrait soulager son cheval. Ouais. Bah oui. C'est là où c'est hyper intéressant aussi, c'est de voir que, tu vois, il y a des tendances de cavaliers. Tu vois, des cavaliers de haut niveau qu'on voit sur beaucoup de chevaux, enfin, de haut niveau ou pas d'ailleurs, mais tu vois, des cavaliers qui montent beaucoup de chevaux. Finalement, ben, on a toujours un peu le même genre de chevaux au final. Et alors que physiquement, dans leur locomotion, les chevaux sont très différents. Dans leur caractère, ils sont sûrement très différents. Pour autant, tu as des cavaliers qu'on connaît, qui ont des parcours plutôt fluides, qui ont l'air faciles, et d'autres où à chaque fois, tu te demandes comment ils passent enfin, tu vois, ils passent par-dessus l'obstacle, quoi. Et c'est vrai que c'est là où c'est hyper intéressant, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qui fait chez ce cavalier-là, dans ce fonctionnement de chez ce cavalier, qui fait qui rend les chevaux facile, entre guillemets, ou qu'est-ce qui fait qu'à l'inverse, bah, ça tire, ça pousse, ça lâche, enfin, tu vois, comment on peut, nous, dans la pratique qu'on a, s'amener plus de facilité, en fait, c'est ça, quoi. Plus de confort, plus de facilité pour nous et pour notre cheval, quoi. Ouais, ouais, je mettrais au-delà j'appuierais encore plus le trait au niveau du confort, qui est même de la santé pour moi. Et Ouais, tu bien placé pour en parler parce que c'est aussi un de tes chevals de bataille. Mais pour moi, c'est une question de santé.
c'est une question de santé du cavalier Ouais. et de l'humain, parce qu'avant d'être cavalier, on est des humains, et de santé du cheval, et du coup de l'avenir de l'équitation aussi, qui est que si on prend conscience de ce qu'on fait et qui n'est pas nécessaire de faire, eh ben on va mieux vivre et mieux vieillir, et nos chevaux aussi. Bah, ouais. Ouais. Bah oui, c'est sûr. En amenant la décontraction, mais c'est vrai que c'est le cas chez l'humain et chez le cavalier, tu vois. Moi, j'ai des enfin évidemment du coup la décontraction, moi c'est on parle biomécanique, mais finalement dans le concret dans le travail des chevaux, on travaille beaucoup la décontraction parce que la décontraction permet la bonne mécanique, entre guillemets, un fonctionnement plus juste. Et c'est assez fou de voir à quel point, j'ai envie de dire que la texture des muscles des chevaux change parfois. En pas longtemps en plus. Mais j'ai des chevaux, par exemple, de certains élèves qui se faisaient, tu vois, où il y a des masseurs qui passent une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et les masseurs n'ont aucune idée de ce qu'on fait. Tu vois, ils savent pas que les gens se sont mis à bosser avec moi et tout. Mais j'ai une élève, par exemple, on a fait 2 mois de boulot ensemble et sa masseuse, elle a dit, mais putain, mais qu'est-ce que t'as changé? Parce que la texture des muscles de ton cheval s'est complètement métamorphosée. En plus, c'est ça qui est fou dans le travail du cheval, mais c'est comme nous, humains. C'est que alors que le travail du cheval, nous, on a une influence sur 1 heure de sa journée, quoi. Tu vois? Pour autant, l'influence qu'on a sur 1 heure de sa journée peut changer la texture d'un muscle. Moi, je trouve ça fou. Et Ouais. c'est... Bah, Vas-y. je pense qu'il y a, d'une part, je pense que le cheval, enfin, je suis sûre même, il est beaucoup moins bridé par tout ce qui se passe pour nous dans nos têtes et pour qui, pourquoi on se limite à entretenir ce qu'on a appris. Et si le cheval, il peut, il est à court terme. Si ça fait du bien, eh ben, je garde ce qui fait du bien. Ouais. Euh, mais après, quand on a des habitudes, le cheval, il a aussi des habitudes. Donc, quand il a appris à fonctionner dans un sens, enfin, ça, je vais pas. C'est ta partie aussi. Mais par rapport à l'humain ou à mon expérience personnelle, moi, je suis arrivée à la technique Alexander quand j'ai commencé l'école. Depuis très longtemps, j'avais mal au dos. Enfin, j'avais un peu mal partout d'ailleurs. Mais j'étais vraiment celle qui allait très souvent chez l'ostéopathe et à qui on dit, bah, franchement, voilà, t'es reparti, mais bref, j'avais mal tout le temps. Très souvent, on va dire. Et j'étais quelqu'un qu'on disait trop musclé. Donc ça me fait penser, tu vois, à cette qualité de muscle dont tu parles chez les chevaux, Ouais. que les masseurs, les ostéos doivent sentir. Alors c'est pas mon domaine de compétence, je ne connais pas, mais j'imagine peuvent sentir dur, pas très mobile, beaucoup dans la résistance et tout ça. Et ça devient un muscle qui a peu de mouvement finalement. Mm. Et quand on se fait mal, c'est ces fameux, c'est comme ceux qui font de l'haltérophilie, enfin de la gonflette. Quand on se casse un muscle trop gonflé, bah, la récupération est pas bonne et elle est trop longue ou trop dure. Parce qu'on muscle des muscles superficiels et pas des muscles profonds. Et le problème des reines allemandes, de tous les enraînements, par exemple. Ouais. Petit passage au passage. Et enraînement aussi pour les humains, hein, quand on fait des trucs pour pouvoir se tenir là. Ouais. Et l'idée de la biomécanique, qu'elle soit humaine ou cheval dans ta partie, je pense, c'est d'aller trouver le fonctionnement profond. Et du coup, quand on lâche la grappe à ce qui est superficiel et ce qui sert juste d'esthétisme, d'harmonie et de fonctionnement optimum, c'est important. Mais pour pouvoir avoir accès à ces muscles profonds, il faut que l'extérieur laisse la place. Ouais. Et moi, dans mon expérience, j'avais très mal parce que mes muscles profonds étaient sûrement pas très présents, mais mes muscles superficiels extérieurs étaient surdéveloppés. Et ouais. Et pour autant, ma formation, j'ai pas fait grand-chose. Juste prendre conscience que qu'est-ce qu'il faut que je lâche pour aller solliciter et dépenser tellement moins d'énergie et plus Ouais. avoir mal aujourd'hui. Attends. Ouais. Donc Hyper je pense qu'il intéressant. y a des chevaux qui sont bodybuildés et qui ont mal au corps. Ah bah ouais. Mais c'est sûr. C'est sûr. Et ce principe, en fait, de, effectivement, muscles superficiels et muscles profonds, on a le même chez les chevaux. Et puis, on en revient à les muscles profonds ne se, ne s'utilisent, tu vois, ne se mettent en fonction que sur des moments de décontraction. Donc, en fait, un cheval tendu, comme un humain tendu, et ben, finalement, c'est les muscles superficiels, comme tu dis, qui prennent le job qui, à la base, n'est pas le leur, quoi. Donc forcément, on amène des problématiques. Donc ouais.
hyper intéressant tout ça. Léa, je te propose de s'arrêter là sur cette conversation. On pourrait rester là encore des heures. Si les gens qui nous écoutent se retrouvent dans ta façon de travailler et ont envie d'avancer vers ça, donc vers ça, j'entends une équitation en fait finalement plus fluide, plus, j'ai envie de mettre le mot fonctionnel, tu vois, mais je ne sais pas si, s'il t'ira, mais tu vois, plus optimal aussi. Enfin bon, bref, mais en tout cas quelque chose de plus fluide, plus léger, plus libre. Tu parlais de liberté. Euh, qu'est-ce que tu proposes et où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Eh ben, moi, j'accueille des élèves chez moi avec mes chevaux, d'une part. Et puis sinon, après, je me déplace chez les propriétaires, chez eux, dans leur écurie, dans leur champ ou dans leur carrière. Il n'y a pas besoin d'avoir des très belles installations pour faire des grandes choses. Ouais. Hormis 40 centimètres de haut, on est bien d'accord. Mais dans ces cas-là, on peut faire que de la technique Alexander au chaud devant ta cheminée. C'est aussi vachement bien. Et après, sinon, des stages là où c'est possible. J'ai pas de frontières kilométriques. Hormis voilà, qu'on échange ensemble et qu'on en parle. Hmm. Euh, voilà pour mes activités perso. Ok. Et après, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Kairos Équitation, Facebook, Insta ou le site internet. Ouais. Je vais mettre tous les liens dans la description. Et le podcast. Et le podcast, effectivement, Kairos Équitation, le podcast de Léa, tout à fait, parce que Léa a son podcast aussi, si vous ne l'avez pas encore enfin, écouté, hyper intéressant. Et tu vois, là tout de suite, je pense justement à un épisode que moi j'ai adoré, il y en a plein que j'ai aimé, mais tu vois, sur la différence entre tension et tonicité, Hmm. qui s'appelle comme ça, je crois. Le titre, c'est quelque chose de ce style-là, et qui est hyper, enfin voilà, ça, c'est hyper intéressant. Donc, allez voir le podcast de Léa si vous ne le connaissez pas. Et puis peut-être qu'on peut aussi placer que, tu vois, tout ça, on l'expérimente aussi ensemble. Donc l'approche que vous connaissez de moi sur les autres épisodes de podcast et l'approche que vous retrouvez aussi de Léa, on fait un truc qui est dingue, en vrai, que moi j'adore, c'est qu'on les met en commun sur des sessions de 4 jours qu'on appelle l'immersion, où en plus on y amène le côté, comment on peut dire ça? Colonie de vacances, j'ai envie de le dire comme ça, parce que Léa et moi, on est du genre à aimer vivre avec du monde. Donc en fait, vous êtes un petit groupe, 5 max. Par contre, on vit tous ensemble dans un gîte pendant 4 jours. C'est pendant 4 jours. Et vos chevaux sont aussi sur le lieu chez Léa cette année. Donc, si jamais vous êtes intéressé soit pour bosser avec Léa, bah, contactez Léa. Si vous êtes intéressé pour ce concept d'immersion, il sera en 2026, au moment où on enregistre le podcast, au mois de juillet 2026 en Bretagne, chez Léa, dans les Côtes d'Armor. Donc, si jamais ça vous intéresse, contactez-nous aussi et puis on en parle. Trop bien. Hmm. Écoute, Léa, merci pour cet échange. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Merci déjà pour cette invitation. Ça faisait longtemps, c'est cool, je suis contente. Et non, bah, l'immersion, franchement, je crois que ce qu'on vient de partager là, on a pu voir tout ce qui fait qu'avec Morgane, on apprécie de bosser ensemble. Et je crois que c'est assez rare de trouver deux personnes qui, déjà, d'une part, sur leurs compétences, j'ai envie de dire, se nourrissent l'une et l'autre sur les compétences, mais aussi sur l'aspect humain. Je crois Oui. que c'est vraiment quelque chose qui nous unit toutes les deux. C'est vraiment l'aspect humain et je crois que l'équitation manque d'humanité et c'est une de nos forces au-delà des compétences techniques. Parce que les compétences techniques, en vrai, tout le monde peut les avoir. Mm. Les compétences humaines, je trouve que c'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile. Et du coup, de dire que peu importe l'équitation que vous faites avec votre cheval ou là où vous en êtes avec votre cheval, il y a forcément des choses à découvrir, à apprendre, à comprendre. Voilà. Et les immersions, elles sont ouvertes. J'ai envie de dire à tout le monde qui se pose un peu ces questions-là. Ouais, carrément. Que vous soyez cavalier du dimanche, comme on appelle ça, ou cavalier d'extérieur, de champ, ou cavalier de 140, vous êtes carrément les bienvenus. Et parfois, le mélange de tout ça est hyper intéressant. Ouais, D'autant plus. du coup, j'ai envie de rebondir, je suis désolée. Vas-y. Mais tout à fait, et je pense que le mélange est d'autant plus intéressant parce qu'on peut se dire, ah, mais moi, je suis cavalier pro ou enseignante ou que je sors en compète, qu'est-ce que je vais venir faire là alors qu'on parle beaucoup de reine d'ouverture et de tout ça.
Mais je pense que c'est dans les choses simples, des fois, que les pépites se font. Et on est convaincu que on a toujours des choses à apprendre et à comprendre. Mais si tu as des performances qui sont aléatoires, un cheval, juste tout se passe bien, mais tu as envie que ton cheval et toi, vous alliez au-delà des 17 ans de ton cheval en compétition, mais que jusqu'à plus de 20 ans, il puisse continuer sur les concours, et ben peut-être que l'immersion est aussi une des solutions. Parce que des fois, on se dit, j'ai tel problème, je vais aller faire tel stage, Mm. mais des fois, il n'y a pas de problème. Il y a juste une envie de continuer le chemin et de le faire plus longtemps. Ouais. Merci pour ce rebondissement. Merci d'avoir rebondi, Léa. Hyper intéressant. Trop bien. Eh ben, écoute, je te propose qu'on clôture là-dessus. Merci pour cet échange. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Pour les gens qui nous écoutent, on espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé, vous retrouvez nos coordonnées sur la description du podcast. N'hésitez pas à venir discuter avec l'une ou avec l'autre sur les réseaux sociaux. Et puis, bah ouais, Léa, à bientôt. Merci Morgane.